lundi 22 septembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre retour sur le week-end de course qui se déroulait dans la ville de Bakou, en Azerbaïdjan, et on débute maintenant avec la journée de samedi. Il est maintenant temps d'aller rejoindre notre collaborateur du lundi. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve. Kevin Fontaine, re-bienvenue au F1 Podcast, mon cher ami. Ben, merci Martin, toujours un plaisir d'être avec toi pour faire ce retour sur ce Grand Prix d'Azerbaïdjan 2025. Ben oui, puis avant qu'on saute là-dedans puis qu'on aille à la journée de samedi, parce qu'on en a eu pour notre argent, hein, samedi. Mhm. Oui, Disons que en masse. les gens qui avaient acheté des billets pour être là sur place aussi, là, disons que du point de vue loisir de l'art, là, ils en ont eu pour leur argent, ça a bien Mhm. été pour eux. Mais avant qu'on s'en aille avec ça, ben, permets-moi de rappeler à nos auditeurs, puis en plus, tu es au courant, là, on a un nouveau joueur qui s'est joint au F1 Podcast, c'est-à-dire OK. l'entreprise Sharp, distribuée par Norwa CVC, une entreprise québécoise qui offre un service 5 étoiles. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites, les clients de Norwa CBC qui l'ont écrit sur Google, qui ont dit qu'ils ont un service vraiment à la hauteur de leurs attentes. Puis ça, c'est important, je pense, quand on s'associe avec des produits. Non seulement Sharp révolutionne l'industrie du HVAC avec des machines qui vous permettent d'aller chercher les meilleures subventions. Donc, vous achetez une machine, puis vous êtes capable d'aller chercher un chèque du gouvernement. Puis après ça, ben, vous allez sauver sur votre facture d'électricité. Donc, c'est tout ça qui rentre en ligne Mhm. de compte. Et puis, Normal CVC, ben, eux, ils s'occupent non seulement de vous donner l'expertise, mais aussi le soutien après ça. Donc, eux autres, c'est des distributeurs des machines Sharp partout au Québec. Et d'autres experts qu'on connaît bien ici là, au F1 Podcast, eh bien, c'est nos amis de chez Daker Incorporé. Ça, c'est dans le domaine des escaliers. Si vous voulez en concevoir une, en construire une nouvelle, ou en réparer une, ou en rendre une plus sécuritaire, ben, les experts de Daker Incorporé vont vous offrir un service humain et sur mesure de Laval à Tremblant. Kevin, je le disais, séance de qualification. Normalement, on s'attend que ça va durer à peu près 1 heure. Là. Ça peut durer des fois, ça va aller un peu plus Ouais, loin que ouais. ça, dépendamment s'il y a des drapeaux rouges. Mhm. La semaine dernière, on a eu un Grand Prix. J'avais fait des blagues avec toi. J'avais dit la course, ben, il y a 2 semaines, j'avais dit la course sprint, que Monza, c'était une course sprint dans le fond parce que en 1 heure, 13 minutes et 24 secondes, on avait réussi à disputer un Grand Prix. Bien là, Mhm. il a fallu quasiment 2 heures pour réussir à compléter une Q1, une Q2 et une Q3. C'est en grosse partie dû aux 6 drapeaux rouges. C'est devenu un record dans Et- l'histoire de la Formule 1. Le ouais, record, c'était 5. On avait déjà 3 rouges en Q1. On était déjà plus qu'à mi-chemin pour battre le record. Et puis, bien sûr qu'il y avait du vent dans le virage 4, du vent dans le virage 16. Le fait que la pluie de la veille aussi, il y a eu de la pluie pendant la nuit, c'est venu un peu laver là, toute l'adhérence que les pilotes avaient réussi à mettre au cours de la journée du vendredi. C'est le problème en Azerbaïdjan, c'est un circuit, c'est les routes qu'on utilise là, donc il n'y a pas de voiture de Formule 1 qui roule exact. là Ouais. normalement. Fait que c'est toujours une partie du problème. Mais normalement, ce genre de sortie de piste-là, là, t'es familier avec Azerbaïdjan, c'est quand même depuis 2016 qu'on va là. Mhm. Normalement, on voit ça le vendredi après-midi, mais c'est très très rare qu'on voit autant de sorties de piste lors des qualifications. Ça avait l'air carrément d'une séance d'essai libre à certains moments, là. Oui, effectivement, Martin. Je te dirais même que certains pilotes poussaient beaucoup et on sait le circuit de Bakou est impardonnable. Oui, on a des zones d'échappement, il y en a beaucoup, on s'entend, mais quand même, lorsqu'on remet le pied sur l'accélérateur, c'est très facile de partir à la dérobade et après ça, aller frapper le mur, là. Donc, on l'a vu à plusieurs reprises là, au courant de la séance de qualification. Ça ne prend pas grand-chose. Ça peut être une petite touchette et finalement, bang, là, la suspension se casse. On l'a vu avec Alex Albon qui a été trop loin au virage 1, trop à l'intérieur, abîmer la suspension. Terminé déjà là. Oliver Berman, Oui. même chose, mais lui, c'est à la sortie du virage 2, suspension arrière droite. Terminé. Déjà là, et Berman, ça n'a pas été un gros choc, mais juste assez, hein, juste assez pour dire qu'on frappe le mur
Et c'est terminé, les espoirs s'envolent. Donc, voilà, c'est un circuit qui est très piégeux. C'est un circuit, comme tu dis, c'est pas un circuit permanent, Martin. Donc, c'est un circuit que on met ça tout le temps en rythme. Là. On apprivoise la piste, elle évolue, mais ça a été une piste grasse, là, surtout avec la pluie là, qu'on a vue en plus qui s'est ajoutée à la fin de la séance. Donc, ça n'a pas aidé les pilotes, surtout en Q3. Mais ça a donné tout un spectacle. Ça, c'est Ben sûr oui. que. Puis j'ai envie de dire aussi, avec tout ça, toutes les bonnes raisons qu'on vient de nommer, la petite balle courbe de Pirelli là, avec les gommes médium, mais aussi les hyper tendres qu'on a emmenées. Là. Fait que là, ça venait donner plus d'options aux écuries. Ça venait aussi ça rajoutait des morceaux au casse-tête, hein, de non seulement Mhm. trouver les bons pneus, les mettre dans la bonne plage de température, mais aussi penser à la course. Quels pneus on va utiliser durant la course? Donc, est-ce qu'on sacrifie des gommes tendres parce que finalement on les aura plus besoin pour le restant du week-end? Est-ce qu'on décide d'aller du point de vue médium parce que ça nous donne le meilleur rythme en qualification, sauf qu'on compromet un peu notre journée du dimanche? Ça, c'est le fun là, de voir ces latitudes-là, mais surtout de voir qu'il y a différentes options. C'est plus sans surprise, mais c'est rendu sans surprise là, parce qu'on le sait, hein, mais ça nous a surpris de voir Carlos Sainz être aussi compétitif à bord d'une Williams. On s'attendait à ce que les Williams soient bonnes sur ce type de Mhm. circuit-là. D'ailleurs, ils ont le record de vitesse là, établi en 2016. C'était Valtteri Bottas qui avait fait ça. Oui. On sait que Williams a toujours bien répondu à ce tracé-là. D'arriver puis que Sainz soit aussi compétitif, voire peut-être même à un moment donné, à un certain moment, s'il y avait eu un peu plus de pluie, il y aurait peut-être eu même la pole position. Donc, de voir un peu tout ça se placer. Mais en plus, il était sur les médiums, Carlos Sainz. Là. Donc, il s'est réussi à se qualifier deuxième pour le Grand Prix, mais n'a pas mis les gommes tendres. On a passé très, très près. Là. François Goulet, notre collaborateur du vendredi ici où elle fait un podcast, s'il m'en parle depuis que la hyper tendre a été mise en place par Pirelli. Il me dit souvent, un jour, on va avoir une pole en médium, on va avoir une pole en médium. Puis on pensait bien, là, lorsqu'on a fait l'épisode vendredi, que ça serait le cas. C'est pas parce que Verstappen n'a pas essayé, parce que Verstappen avait l'intention de se présenter en médium, mais finalement, c'est encore des drapeaux rouges qui ont bousculé tout ça. Finalement, on s'est rangé du côté de l'hypertente, puis on a réussi à faire fonctionner ça. Mais je trouvais ça intéressant quand même de voir que la première et la deuxième position se sont faits sur des trains de pneus différents. Oui, effectivement, Martin. Et qui d'autre, hein? Qui d'autre pour aller Oui. chercher un tour phénoménal, un tour parfait dans des conditions qui étaient piégeuses? Dans des conditions qui étaient piégeuses, que ça pouvait être n'importe qui à ce moment-là. On n'était pas sûr, on prenait un risque, on se dit, est-ce qu'on sort en premier, est-ce qu'on sort en dernier, est-ce qu'on sort à la fin? Et finalement, ben, ce diable de Max Verstappen-là qui a réussi à aller chercher sa 46e pole, un tour parfait, excellent dans les conditions mixtes, qui vient coller presque 5 dixièmes là, à Carlos Sainz sur la Mm. Williams. Donc, vraiment, euh, Verstappen a encore prouvé quand les McLaren ne sont pas au rendez-vous, et on va en reparler, Martin, ça a été une grosse opportunité ratée pour les McLaren, surtout parce qu'on jouait le titre constructeur là, en fin de semaine du côté de l'écurie de Walking. Eh bien, c'est encore ce quadruple champion du monde-là qui est allé brouiller les cartes et réussir à signer la pole position. En plus, tu vas être d'accord avec moi, sinon tu me le diras. Je mentionnais à François vendredi qu'Azerbaïdjan, c'est probablement l'endroit où ce que le facteur Max Verstappen, puis là je fais attention, là, je vais mettre à son honneur, je vais mettre les guillemets Les guillemets. invisibles, mais c'est probablement l'endroit où ce que le facteur Max Verstappen est le moins élevé, là. Tu sais, dans le sens que tu arrives à Suzuka, tu arrives à Imola, tu arrives à Monza, pas juste les circuits qui riment en A, mais lorsqu'il arrive à ce type de circuit plus conservateur-là, les circuits de puristes, il réussit vraiment à démontrer tout son talent avec ses Mhm. virages rapides, toutes ces choses-là. Azerbaïdjan, même s'il l'a gagné par le passé, c'était au début d'une saison, si je te dis, c'est où Max Verstappen va avoir le plus de difficultés. Bien, on est d'accord qu'Azerbaïdjan, Singapour, normalement, c'est les endroits qu'on va entourer. D'ailleurs, Singapour ne l'a jamais gagné. On s'en va Mhm. là, ça c'est la prochaine étape. Mais quand même, c'est pas l'endroit où normalement on attend Max Verstappen pour être nécessairement le meilleur. Mais là, le fait qu'il y a plusieurs balles courbes, le fait que la température s'en mêle, le fait que certains sont en train de l'échapper, le fait qu'il y a une porte d'ouverte puis qu'il y a une opportunité, ben là, comme tu dis, on a vu le meilleur de lui-même ressortir encore une fois, réussi à coller pratiquement 5 dixièmes. C'est un record là, dans le sens que depuis 2016, c'est la plus grosse marge qu'on a eue lors d'une séance de qualification Mhm. en Azerbaïdjan. Normalement, c'est assez serré quand même comme temps Ouais. là-bas. Donc, de voir un écart aussi gros, c'est quelque chose, c'est tout un accomplissement en soi. On n'arrête pas de le dire, on arrête d'être surpris.
par Verstappen, mais on est surpris pareil. Il réussit toujours à trouver quelque chose. Parlant de surprise, bien, son ex-coéquipier Carlos Sainz, on le disait, à Borden Williams, réussir à faire le deuxième temps, ça, je trouve ça vraiment impressionnant. S'il avait Ouais. réussi à faire la pole, on dit, c'est quoi la dernière pole je vais de mémoire, la dernière pole de Williams, c'est Felipe Massa? C'est, Écoute, ça ressemble pas mal à ça. Je me trompe pas, c'était ouais. en Autriche 2014. Bah, c'est ça. Si ma mémoire est bonne, elle fait défaut de temps en temps. Non, non, mais je pense que tu l'as, Autriche 2014, puis c'est quoi? Ça fait plus que 10 ans, ça, c'est 11 ans, on est en Ouais, 2025, là. ouais. C'est fou, là, de penser Williams en pôle, si on avait réussi, puis même en deuxième place, c'est pas comme si on est habitué d'être là. Deuxième place, ça, je l'ai, la statistique, par exemple, ben, c'est Lance Stroll en 2017 à Monza, qui avait Mhm. réussi à se placer sur la première ligne, là, avec une Williams, mais encore là, tu sais, c'est des conditions aussi, qui viennent, là, on va dire pratiquement sec, là, parce que oui, il a tombé de la Mhm. pluie, mais c'était pas un gros facteur. Mais de réussir à faire ça, je trouve ça assez impressionnant de la part de Carlos Sainz. Puis en même temps, j'ai envie de dire que Alex Albon, il l'a échappé pas à peu près parce que c'était Oui. tout un week-end pour Williams. On le voyait dès la journée de vendredi. Je veux pas nous enlever des fleurs, mais on avait mentionné dans notre prédiction de la Bellic qu'on aurait deux Williams dans le top 10. Finalement, il est arrivé quelque chose que Albon ben, a frappé sa voiture, donc n'a pas réussi à le faire. Mais ça a été toute une opportunité ratée, surtout quand tu vois ton coéquipier qui réussit à être deuxième. Mhm. Puis un autre qui a réussi, là, ça, je pensais à toi, là, puis je suis sûr que les auditeurs, ils commencent à te connaître, là. Liam Lawson qui réussit Oh, à se qualifier troisième. Ça, ouais. c'est un beau cadeau, là. Ben, pas un beau cadeau, mais je veux dire, c'est un bel accomplissement pour lui. Il le mérite, travaille très fort dans les Mhm. dernières courses. Puis là, ça commence à payer. Puis d'arriver, encore là, il y avait l'opportunité. Les gros joueurs sont pas là. Faut savoir saisir cette chance-là. Puis Lawson l'a bien fait. Oui, effectivement, très bon tour. Présent de plein droit, là. Oui, Présent oui, de oui. plein droit pour sa P3. Écoute, Martin, ça, c'est une statistique qui m'a frappé. J'aime bien ça, là. Meilleure qualification d'un Néo-Zélandais. Écoute, ça fait assez longtemps. Chris Amon en 1976. Donc, ça fait un petit moment. Moi, je trouvais, Il y en a pas eu beaucoup. tantôt, j'étais là avec ma stats de 2014 que je trouvais loin, mais là. Disons, t'en On as trouvé retourne une à plus loin. vieille que ça, ouais. Ouais, ben, il n'y en a pas eu beaucoup des Néo-Zélandais en Formule 1, mais celle-là, elle remonte quand même assez longtemps. Écoute, je peux te dire que j'ai failli me faire un mimosa le samedi matin en voyant le chrono de Liam Lawson, troisième. Ben, blague à part, ça a été vraiment tout un chrono. Le jeune prouve qu'il a le talent et quand on regarde son passage chez Red Bull au début de la saison, qui a fait deux courses seulement, euh, on peut se dire, il y a matière à ce que ce jeune pilote-là puisse impressionner davantage. On aurait peut-être laissé le temps, mais on sait que chez Red Bull, le temps, on ne l'a pas souvent et on veut des résultats. Et là, on le voit dans la Racing Bulls. C'est un pilote qui sait être rapide. C'est un pilote qui sait démontrer l'étendue de son talent. Oui, on s'entend que l'Azerbaïdjan a été. C'est peut-être un cas à part, mais dernièrement, il est très en forme, Liam Lawson, et c'est bon pour la confiance parce que là, il est en pourparlers pour conserver son baquet parce que oui, on sait qu'il y aura fort probablement Arvid Lindblad qui est en Formule 2 devrait être titularisé, mais Lawson est dans le coup, sauf que qui sait si jamais un certain Yuki Tsunoda ne pourrait pas faire le chemin inverse chez Racing Bulls. Donc, il y a une compétition là, qui s'installe, mais je pense personnellement que Lawson, avec sa performance en fin de semaine, il vient peut-être de sauver son baquet pour 2026. Ouais, il vient de sauver son baquet, puis il y a un collectionneur quelque part qui a son casque qui prend de la valeur quand il réussit des Oui, beaux oui, accomplissements je ne comme sais pas ça. de qui il s'agit. Ouais, hein, ça a l'air, d'après moi, tu le connais bien. Mais c'est ça, je suis pas mal sûr que ton mimosa que t'as pris, c'était en regardant ce fabuleux casque rose, là, Oui. sur une tablette. Mais c'est ça, oui, c'est le fun de voir Lawson bien performer, c'est le fun de voir les jeunes bien faire. Puis c'est la même chose avec Kimi Antonelli. Kimi Antonelli, quand on Mhm, regardait vendredi, c'était dans les week-ends où il était le plus près de George Russell. Bien sûr, on va donner tout ce qui revient à tout le monde. C'est bon pour Antonelli. Russell n'a pas eu le week-end le plus facile aussi. Il était malade, avait mhm, manqué la journée des médias jeudi. Donc, vendredi, de les voir les deux quand même prêts au classement, je me suis dit, ah, quand même peut-être prendre le facteur que George n'est pas dans son assiette. Mais Kimi fait bien quand même. Ça tient proche. La référence chez Mercedes, c'est George. Il doit faire mhm, comme le vétéran, puis présentement, il le fait bien. Ben, depuis le début du week-end, il le faisait bien. Puis là, dans la qualification, de le voir le surqualifier, on n'avait pas vu ça depuis un bon moment, là. C'est Miami, peut-être ouais, la dernière fois que c'était qualifié ouais. devant George Russell. Fait que ça faisait vraiment un bon moment. Donc, bon pour la confiance du jeune pilote. Si c'est bon pour Lawson, ben c'est bon pour Kimi aussi.
Oui, effectivement. Et comme tu as mentionné, depuis Miami, donc ça fait quand même un bon moment là, pour Antonelli. Et c'est bon pour le moral parce que le jeune en souffre dernièrement au volant de sa Mercedes. On le voit pas en confiance. Et là, ça, c'est un circuit Azerbaïdjan où ça te prend de la confiance. Et comme le prochain Grand Prix, Martin, on s'en va à Singapour, c'est deux circuits urbains où il te faut de la confiance parce que si tu n'en as pas, tu te ramasses dans le mur, c'est terminé. Donc ça, c'est très important de réussir à bâtir là-dessus. Et Antonelli a très bien fait le samedi, quatrième, devancer son coéquipier Russell, qui n'est pas une tâche facile parce que Russell, on sait, c'est un pilote rapide. Mais là, on l'a dit, il était pas dans son meilleur état, mais quand même, quatrième, cinquième, c'est bon pour Mercedes, surtout on est en compétition directe avec Ferrari au championnat des Oui. constructeurs et on devance la Scuderia sur la grille. Ça, c'est important parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans les rues de Bakou. Exactement, parce que j'ai envie de dire que c'est un drôle de sentiment que Mercedes devait avoir à la conclusion de cette séance de qualification-là, parce que tu vois que Red Bull prend la pole. Après Mhm. ça, tu dis, on se fait devancer par Williams et une Racing Bulls. Donc, c'est pas évident d'être positif, là. Tu sais, tu fais bien d'aller dire ça, de dire, bon, on est devant Ferrari parce qu'on se bat pour le titre constructeur, ben, la deuxième position au titre constructeur. Mais en même temps, tu te dis, il y avait une belle opportunité là de placer nos deux pilotes deuxième, troisième, ou peut-être même d'aller chercher la pole. Peut-être qu'on le savait aussi que c'était pas réaliste face à Red Bull pour le week-end, parce que Red Bull s'est vraiment réveillé du bon pied le samedi, puis on est allé chercher la performance, puis on a le facteur Verstappen. Mais d'arriver là, de dire, ah, tu te fais quand même dépasser par Sainz, tu te fais quand même dépasser par Lawson, je ne sais pas à quel point qu'on était heureux à la fin de cette journée-là. Tu sais, comme tu dis, le prix de consolation, c'est de dire, mais Ferrari sont derrière nous, mais quand même, un week-end donné où ce que McLaren l'échappe, que Ferrari l'échappe, tu te dis, ah, on aurait dû probablement faire mieux, puis mieux se positionner que ça. Je suis persuadé que Toto Wolff se dit qu'il n'y avait pas de raison pour avoir Sainz et Lawson devant nous pour partir ce Grand Mhm. Prix-là. Un autre que j'ai de la misère à juger là, sa journée, OK? C'est Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda termine sixième, ben, se qualifie sixième. On regarde ça, puis là, tu dis, ah, c'est un bon temps pour Yuki Tsunoda. Sauf que, après ça, tu t'en vas dans une colonne, puis là, tu regardes, c'est comme, oh, t'as une seconde de son Mhm. coéquipier quand même. Mhm. Je sais que c'est Max Verstappen, son coéquipier, mais à quel point, puis que tout le monde a une demi-seconde sur lui, là. Sauf que toi, t'en as une demi de plus. C'est ça le problème. C'est que toi, t'as deux demi de plus que Verstappen. Comment t'as trouvé ça, toi? C'est positif ou ça ne l'est pas? Je te dirais, Martin, que c'est positif dans le sens que Tsunoda s'en va en Q3. Donc déjà là, c'est Ouais. positif. On va se le dire, une maigre consolation parce qu'on sait que c'est compliqué dernièrement. Là, on voit qu'il commence à prendre du mieux. Il commence à prendre du mieux. À Monza, en qualification, ça a été un peu mieux. Là, on voit qu'est-ce qui se passe à Bakou. Sixième, c'est un bon temps. C'est sa meilleure performance en qualification chez Red Bull. Donc, oui, il y a ça, mais d'être aussi loin, il y a matière encore à se poser des questions. Parce qu'en Q2, il était, si je ne me trompe pas, il était pas si loin que ça là, de Verstappen en Q2. Donc, il avait passé Verstappen et Tsunoda. Il était à 5 dixièmes. Il était à 5 dixièmes. Donc, OK, 5 dixièmes, c'est quand même, on s'entend, c'est quand même considérable, mais ça le fait. Sauf que là, une seconde, oh boy, OK, on l'échappe à quelque part, mais au moins, prix de consolation, Tsunoda réussit à se qualifier devant les deux McLaren, devant les deux Ferrari, mais par contre, il se classe derrière les deux Mercedes et derrière une Williams et une Racing Bulls. Ouais, Quand c'est on se ça. dit, quand on se dit, tu aurais peut-être même pu aller jouer on va dire le top 5, mais admettons que Sainz et Lawson ne sont pas là, ben, on s'entend, c'est quatrième si tu tranches derrière les deux Mercedes. Ben, C'est ça l'affaire aussi. Moi, je trouve qu'il y a du positif, mais il y a du négatif. C'est mi-figue, mi-raisin, comme on dit l'expression. c'est exactement l'expression que je cherchais tantôt. Ben, moi, j'ai l'impression, Kevin, que c'est au début de la fin de semaine, je te dis, hey, Kevin, j'ai un scoop. Il n'y aura pas de McLaren, puis il n'y aura pas de Ferrari dans le top 3 pour Hmm. le départ. Tu vas Ouais. me dire, ben,
l'impression qu'il y a un Max Verstappen qui est là. Mais je pense pas que tu me dis que c'est Carlos Sainz puis Liam Lawson. Je sais que tu l'aimes beaucoup, Lawson, puis Ouais. tu le connais, mais je pense pas que c'est ça que tu me dis. Tu t'attends que des personnages, justement, comme George Russell, ou au pire des pires, Yuki Tsunoda, même si c'est un peu invraisemblable, mais que puisse saisir cette opportunité-là de venir placer sa Red Bull dans une meilleure position que sixième. Comme dit, je suis d'accord avec toi, on peut regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je pense que dans le cas de Tsunoda, c'est bon d'être seulement dans le positif, mais tu vois le tableau à la fin, tu dis, hey, yes, c'est sixième, ouais, ma meilleure qualification, sauf que là, tu vois comme, oh, une coupe de position avant Lawson. C'est pas le gars que j'ai remplacé, ça. Mm. Il faisait pas le Mm. travail, il est encore devant moi. Fait que c'est sûr que c'est pas évident. Parlant de pas faire le travail, les gars, il est habillé en orange papaye, mais on n'a pas fait vraiment le travail. Hein. Moi, j'ai pas, on dit, Non. on n'a pas fait pantoute. Oscar Piastri, qui commet sa première erreur depuis Australie, à peu près. Tu sais, dans le premier Grand Prix de la saison, Mhm. il y avait une erreur dans la pluie. Depuis ce temps-là, on le voit pas faire ça. Là. C'était toute une erreur qu'il a fait Oscar Piastri. C'est décevant. Ça a fait un autre drapeau rouge. C'est pas ce à quoi on s'attend de lui. Au virage 3, perd la voiture, puis après ça, je regardais là, montrer comment c'est fou le facteur quand on regarde Max Verstappen. Virage 1, OK? La vitesse de pointe et l'endroit de freinage de Max Verstappen était identique qu'à ses tours d'avant. Virage 2, sa vitesse, place de freinage, identique. Verstappen fait la même chose. Au virage 3, oups, il est plus lent. Il freine avant et puis il est plus long. Ça prend plus de temps avant qu'il appuie sur l'accélérateur. Virage 3, seul endroit. On ne sait pas pourquoi. Mais après, c'est le tour à Oscar Piastri. Oscar Piastri, virage 1, rapide, virage 2, rapide, virage 3, corrige pas sa vitesse, aussi rapide que les autres fois qu'il a passé, perd le contrôle, s'en va dans le mur. On le sait pas parce qu'on y a pas parlé, mais ce que ça indique, c'est que Verstappen qui passait avant lui a vu quelque chose dans le virage 3 à cause de la pluie, à cause de l'adhérence, à cause de quelque chose qui avait changé, le vent Mhm. ou on sait pas. Puis a adapté sa conduite, a été prêt à sacrifier quelques dixièmes dans le virage 3 pour garder la voiture entre les rails et poursuivre sur son tour. Puis finalement, s'en allait faire un tour de probablement pole position, mais là, ça a été avorté à cause de que Piastri rentre dans le mur. Quand on parle là, les petits détails de champion du monde, puis quand on se dispute le titre, il y a quelque chose dans le virage 3 que Verstappen avait décelé, que Piastri n'a pas décelé, puis ça lui a coûté très cher. Ça l'a ouvert la porte très grande à Lando Norris aussi. Là. Ça a ouvert la porte à Lando Norris, Martin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Lando Norris a refermé la porte et il s'est cogné le nez dessus. Oui. Ah, c'est Donc, fou. c'est dommage à dire, mais encore une fois, Norris ne réussit pas à capitaliser sur une très rare erreur de son coéquipier. Il se met juste deux positions en avant, donc intercalé entre les deux McLaren, c'est Isaac Hadjar. Donc, sortie de piste, comme tu l'as mentionné pour Oscar Piastri, très rare, très, très rare de voir Piastri commettre une erreur de la sorte. Et Norris qui a fait un tour brouillon, qui n'a pas réussi à aller chercher un chrono suffisant pour aller s'y mettre en pôle, ou Il a frappé le voir. mur lui aussi. Oui, Pour c'est ça, exactement. respecter la règle orange papaye. Moins Ouais, dur, là, mais ouais, il est allé le visiter quand même. ouais, il l'a visité. Mais c'est quand je regarde ça, je me dis, est-ce que Norris a manqué encore une fois une Ah, occasion en or, comme disaient les vendeurs de voitures, une occasion en or. Et là, on se dit, Lando, c'est pas comme ça que tu vas réussir à gagner un championnat si tu continues à faire des contre-performances comme ça quand ton coéquipier se met dans le trouble. Déjà que Piastri ne se met pas souvent dans le trouble, là, c'est arrivé et Norris ne saisit pas l'opportunité. Et encore là, on l'a vu, il y a matière à se poser des questions. Kevin, je vais te dire quelque chose parce que là, je suis prêt à le dire, OK? Vas-y. Je l'ai dans la tête depuis quelques semaines, peut-être même depuis quelques mois. Mais je jonglais avec cette pensée-là parce que c'est pas le genre de pensée que j'aime avoir. Mais j'ai pas envie que Lando Norris devienne champion du monde. Là, je suis à l'aise de le dire. Mhm. Puis je lui souhaite pas de mal, mais j'ai pas envie qu'il devienne champion du monde parce que c'est pas un champion du monde. Pour moi, ça vient diluer l'image, le prototype, le profil que je fais de c'est quoi un champion.
pour moi, Je puis toi, comprends. tu Ouais. as une très bonne connaissance de l'histoire de la F1. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tu écris un livre là-dessus. Mhm. Mais je sais pas si tu comprends où ce que je veux emmener dans le sens que pour moi, c'est pas ça un champion. Il y a pas, il est très très bon. Puis là, je vois pas dans les extrêmes de, oh, il a pas sa place en Formule 1 comme du monde l'ont Mhm. dit. C'est pas ça, là. C'est un excellent pilote, là, Lando Norris. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est pas un champion du monde. Le fait qu'il gagne, pour moi, ça vient tromper ce que c'est. Euh, trop d'erreurs. L'opportunité comme on voit en fin de semaine. À l'inverse, c'est un gars qui est pas dans la voiture la plus rapide, qui a encore trouvé la façon de nous montrer que c'est lui le meilleur pilote au monde, en Max Verstappen. Quand il est pas sur un circuit de d'autres séries au Nürburgring une fin de semaine, tout ça, quand ça revient à enjeu, ben lui, il voit l'opportunité, il sait que Piastri est dans le mur, il sait que les McLaren sont dans le trouble, il sait que Ferrari est pas dans le coup. Lewis Hamilton, excusez pas en Q3, même si je pense que Verstappen ne se soucie pas vraiment d'Hamilton, là. Mais quand même, il voit que la place est ouverte, le terrain de jeu est ouvert, puis il saisit son opportunité. Puis pendant ce temps-là, t'as complètement à l'envers de la médaille en Lando Norris qui, lui, accroche le mur, brouillon. Le volant. La voiture semblait être trop lourde, puis le volant semblait être rempli d'Armor All, tiens, les mains glissaient Mhm. dessus. Ça n'avait pas de bon sens. Moi, je te dis, là, on est en date d'aujourd'hui, là, je le confirme, je veux pas que Lando Norris remporte il le mérite pas. Peut-être, ça veut pas dire que l'année prochaine, il y aura pas peaufiné des choses, puis je m'en dis faux fini, François va rire de moi, mais qu'il n'y aura pas réglé des choses pour être Mhm. capable de devenir un champion. Ça, moi, j'admire ça, que tu continues de mettre des choses dans ton coffre à outils, déguiser tes réflexes, d'améliorer des choses, de faire ta progression, même s'il commence à se faire tard pour Lando Norris. Mais tant mieux si je me trompe un jour puis il me prouve qu'il y a de matériel à devenir un champion. Mais pour l'instant, là, moi, c'est pas ça que je veux voir. Puis ça tombe drôle que je choisis un moment où Oscar Piastri a aussi frappé dans le mur Mhm. pour dire ça. Mais faire une erreur, pour moi, ça ne veut pas dire que tu peux pas être champion. C'est juste c'est de pas être capable de saisir ses opportunités. Pour moi, c'est ça qui fait qu'il ne fit pas dans le cadre des Niki Lauda, il ne fit pas dans le cadre des Max Verstappen, des Lewis Hamilton, des Michael Schumacher, des Jacques Villeneuve. Il fit pas dans le portrait de c'est quoi un champion. Tu sais, Martin, je vais y aller une petite parenthèse vite, vite. Oui, oui. Lando Norris me rappelle, et là, je vais mettre les parenthèses de notre ami François, ou les guillemets, il me rappelle un peu David Coulthard, mais en plus Hmm. talentueux. Oui, oui, c'est Coulthard, une bonne comparaison. Oui, oui. Coulthard, ancien pilote McLaren, c'était quand même un bon pilote. C'est un pilote qui savait être rapide à ses heures, mais c'est un pilote qui était face à un coéquipier redoutable en Mika Hakkinen à l'époque. Et c'est un pilote qui n'arrivait pas, au fur et à mesure d'une saison, d'aller euh, engranger suffisamment de points pour, à la longue, être champion du monde. À chaque fois qu'il y avait l'occasion d'inscrire un gros résultat, il arrivait quelque chose. Là, on ne parle pas de la mécanique, là, on parle d'un aléa de course, là, il n'était pas assez performant. Donc, et même lui, il l'a avoué, David Coulthard, dans ses commentaires et tout. Donc, moi, je me dis, oui, Norris, comme toi, Martin, c'est un bon pilote, c'est un très bon pilote, mais est-ce qu'il mérite de gagner ce championnat-là? Je me garde des réserves, moi aussi. C'est pas la première fois dans sa vie qu'il arrive deuxième dans des championnats là, non plus, qui est un bon Mhm. deuxième. Là. Il a été bon deuxième une bonne partie de sa carrière. Donc, c'est c'est pas pour rien que à longue, ce profil-là s'installe. C'est que ça fait partie de toi. Il y a des choses que tu échappes, il y a des moments clés que tu réussis pas à saisir, puis ça fait que c'est la différence entre être premier et deuxième. Puis ça fait pas de Mhm. toi un mauvais pilote, comme tu dis. Il y a des gens qui diraient, ah, ben, être deuxième, c'est mieux qu'être 13e. Oui, sauf que tu commences pas un sport, en tout cas, pour ma part, là, tu fais pas un sport pour être deuxième. Tu fais un sport pour être premier, Mhm. surtout dans ce type de sport-là. Puis je trouve que c'est ce qui dérange le plus aussi quand tu es si près du but. Tu as écrit un bon article là-dessus, justement, un excellent article sur la page d'un fait un podcast il y a quelques semaines sur justement la différence entre être vice-champion et être champion. Aussi le Mhm. fait comment tu peux monnayer le fait d'être un champion du monde. Ça reste à toi à vie, un vice-champion. C'est rare qu'on dit ça. Mais je trouve que Lando Norris s'installe dans le prototype, comme tu dis, du David Coulthard. Je pense que t'es prêt, t'es pile dessus. Du bon pilote, mais du pilote qui manque juste les petits outils pour compléter. Puis c'est ça que je trouve qu'il a réussi à ne pas faire. Puis tu pourrais, là, t'as une bonne mémoire, puis on pourrait s'asseoir ensemble, puis tout à remettre ensemble les moments comme ça dans sa carrière, mais si on va plus précisément depuis l'année passée où il a échappé l'opportunité. Moi, je reviens à dire le Brésil l'an dernier, où tu commences, il était premier ou deuxième. Je pense qu'il y avait la pole où il partait deuxième. Ton Ouais. vis-à-vis part 17e, puis c'est le gars qui part 17e qui gagne, puis toi, tu finis 7e. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça, c'est Mhm. flagrant. Mais moi, pour moi, en fin de semaine, c'est quasiment pareil. C'est la même affaire de dire, hey, il l'a enfin échappé, là. Toi, tu as eu toute la malchance de la dernière semaine, mais là, il l'a enfin échappé, Piastri. Toi, tu fais rien avec ça. Tu, tu,
je sais pas si tu comprends le moment ou l'urgence derrière cette situation-là, ou c'est juste qu'il la comprend, mais en tout cas, c'est trop pour lui, puis ça l'étouffe. Euh, Piastri, on en parle, mais oui, c'est l'erreur, la comparaison, comme je disais avec Verstappen, c'est là qu'on voit que il a mal évalué où ce qu'il arrivait dans le virage, mais ça a causé ça. Ça a causé la perte de McLaren qui ont part en rattrapage. On le sait que c'était pas nécessairement la voiture aussi dominante qu'ailleurs parce que le facteur, lorsque tu arrives sur un circuit, puis tu dis, ah, ici, vous allez avoir besoin d'un bon appui aérodynamique. Mais là, McLaren lève la main, dis pas de problème, nous autres, on est meilleurs là-dedans. Quand on dit un autre circuit, dit, ah, ben là, ici, vous allez avoir besoin de ménager vos trains de pneus. McLaren lève la main, dit pas de problème, nous autres, on est meilleurs là-dedans. Le problème sur un circuit comme Azerbaïdjan puis Monza, c'est que c'est pas des facteurs. L'appui aérodynamique, Hmm. t'en as pas besoin. Puis contrôler, préserver tes pneus, même si Pirelli a bien essayé en amenant les hyper tendres, c'est pas un grand facteur aussi. Donc à ce moment-là, on réussit pas à avoir le même facteur orange papaye qu'on est capable d'être dominant ailleurs. C'est dilué quand on arrive sur un circuit comme ça. Sauf que c'était, tu me dis encore si je me trompe, c'était pas une voiture de septième puis de neuvième place en fin de semaine, pareil, Hmm. là. C'était une voiture de pole position quand même, là, parce qu'on l'a vu en Q2, il était là, il était en haut, on l'a vu dans les Hmm. essais libres, là. C'était quand même une voiture qui méritait d'être en avant, là. Oui, effectivement. Et c'est dommage parce que comme on mentionnait un petit peu plus tôt, Martin, McLaren avait l'opportunité de gagner le championnat des constructeurs Mhm. à Bakou. Donc, on verra dans le prochain bloc, là, mais Non, d'après moi, c'est en se pas qualifiant, arrivé, hein? d'après moi, il est arrivé quelque chose. Mais comme on dit, septième, neuvième, on ne met pas les chances de notre côté. Non, les t-shirts de champion ont resté dans les boîtes. Ouais. On va vous le dire tout de suite, là. Fait que c'est ça, mais quand on regarde le reste du classement, bien sûr, c'est surprenant de voir les McLaren, on les attendait pas. Hadjar, tu l'as bien précisé, a séparé les deux voitures Mhm. oranges. Ensuite, Piastri, 9e, 10e, Charles Leclerc. Ça, c'est un autre qui a frappé le mur. Ouais. Charles, c'est incroyable, hein. Quand tu regardes, tu dis quatre pôles d'affilée, mais là, tu regardes le profil, tu dis, ah, il y a quatre pôles position. Il doit être bon à Azerbaïdjan. Oui. Autant qu'il y a les succès de la pole position, il n'y a pas les victoires pour aller avec, puis il collectionne les accidents. C'est incroyable. Ouais. Il a frappé. Ouais. Y a-t-il un mur qui n'a pas frappé encore sur ce tracé-là de 6,4 kilomètres? J'en reviens pas, Charles Leclerc. Bon, c'est comme si on n'est pas surpris quand ça arrive, hein? Autant que Piastri, on a fait comme, ah non, mais quand Charles était dans le mur, ben oui, Charles dans le mur à Azerbaïdjan. Faut que ça arrive une fois par année. L'année passée, c'était en FP1, en ELE, ça a Mhm. bien été. Là, pour un problème, là, c'est que c'était en Q3. Ça, c'est le pire moment que ça peut arriver. Au virage 15, Martin, trois Oui, fois depuis 2021. c'est incroyable. Le même virage. Au moins 2021, ça n'a pas abîmé la suspension, je ne me trompe pas. Donc, ça a été un moindre mal. Mais comme tu as mentionné, 2024, bang, terminé en essai libre. Comme tu dis, un petit peu moins pire. Et là, en Q3, encore dans le même. Je pense qu'on va rebaptiser le virage 15, le virage Leclerc. Ça va peut-être être. Ça va Le peut-être être. virage ou le virage I am stupid. Non, c'était pas là, hein. Oh, C'était non, ça, c'est juste avant la portion sinueuse au château, là. ça. Ouais. Ouais, c'est là qu'il y avait avant la vieille partie, là. Mais Ouais. c'est ça. Non, mais c'est incroyable qu'il a frappé le mur à un moment. Ouais. C'était vraiment pas le temps. Mais je vais te poser une question. Qu'est-ce qui est pire? Ouais. Charles Leclerc qui frappe le mur en Q3 ou Lewis Mhm. Hamilton qui va pas en Q3? Parce que ça a été toute une surprise. Mhm. Excuse-moi de la misère. Depuis On dirait que je cherche toujours à relancer Lewis Hamilton. Autant que quand ça va pas bien, on le dit, là, on se cache pas. Mais en fin de semaine, je le vois arriver. Il est premier dans les séances de libre. Je le mentionne à François vendredi. Je me dis, d'être devant Charles Leclerc à Bakou, dans une Ferrari, c'est pas mal le summum pour booster ta confiance, de dire, j'ai la même voiture que lui. C'est lui le meilleur là-bas. C'est lui qui a eu les quatre dernières pôles. Si je suis capable d'être devant lui dans les essais libres, c'est pas gagné pour la journée de samedi, lui-même Hamilton le dit, mais quand même, c'est tellement positif de faire ça dans une saison aussi compliquée de sa part, puis t'arrives, puis finalement, tu te fais éliminer, tu passes même pas en Q3. On dirait qu'à toutes les fois que, Ouais. c'est la même chose pour Tsunoda, à toutes les fois que je mets du positif dans la colonne, il y a un gros négatif qui rentre, qui annule, on dirait tout ce que je viens de mettre avant ça. Mhm. Ben écoute, c'est vraiment dommage parce qu'Hamilton, moi, je le sentais à l'aise dans Ben les oui. séances d'essai. Je le sentais, je me suis dit, ah ben, on va revoir le bon vieux Lewis Hamilton qui sait comment performer, qui sait comment extraire le plus qu'il peut d'une voiture de course, d'une voiture de Formule 1. Et qu'est-ce qui arrive en Q2? Je regarde les temps. Huitième. Oh, OK. Il va se faire sortir. Il va se faire Mhm. sortir. Et voilà, neuvième, et voilà, dixième, et voilà, bye. Merci, bonsoir, c'est terminé. Donc, Tu te fais grosse surqualifier désillusion. par une Aston Martin.
en plus, sur un À circuit où Bakou. Aston Martin est pas performant, là. C'est ça. Par ton ennemi, on va dire, il y en a Ouais. plusieurs ennemis à Hamilton, mais Alonso, là, c'est assez personnel entre les deux. Mais tu dis, Alonso t'a passé avec une Aston Martin. Ah, t'es dans une Ferrari, là, à Bakou. Je comprends Mm. pas. C'est incroyable. Lewis Hamilton, là, tu veux écrire un film d'horreur, puis tu fais sa saison présentement qui est en train de connaître. Puis si tu veux y tirer ça, ton film, là, c'est un producteur qui te donne 1h40, mais tu commences même dans la saison d'avant chez Mercedes parce Aussi, que ouais. ça date depuis 2024 là, que c'est comme ça va pas bien. Là. Vraiment des ennuis, en tout cas. Mais ensuite, c'est ça, je le disais à Alonso qu'on l'attendait pas là dans une Aston Martin, très bien fait de sa part Mhm. comme Oui. positionnement. Mhm. Ensuite, après Alonso, attends une seconde, j'ai accroché mon. Hamilton et Bortoletto Oui, en exactement. 13e position. Bortoletto, Ouais. merci Kevin d'avoir couvert pour moi parce que mon ordinateur me jouait des tours. Oui, Bortoletto, comme tu dis, 13e, belle performance. Stroll, 14e, on l'attendait pas là. Je dirais que c'est quasiment pas mauvais. Je me trompe-tu, 14e? Bon, c'est bien ça, Oui, 14e. 14e, oui. C'est ça. 14e, on dirait que c'est quand même bien fait, là, parce que Aston Martin, on les entend pas là. 15e, Berman a frappé le mur. Franco Colapinto, ben, c'est un gars d'équipe. Il a vu que son coéquipier, Pierre Gasly, avait perdu le contrôle. Il a dit, on a tout ça, nous autres, la règle orange. Nous autres, on a la règle rose. Toi, tu t'en vas dans le mur, je vais faire la même chose. Mais en tout cas, je sais pas qu'est-ce que Colapinto a fait là. Il y avait un drapeau blanc, ça semble avoir dérangé le mouvement de Gasly qui était dans la zone de dégagement. Fait en tout cas, finalement, pour dire, il a fait un Colapinto. Il est allé Ouais. frapper le mur, mais en tout cas, c'était pas, c'était dur à expliquer. 17e pour Hülkenberg, 18e pour Gasly, 19e pour Alex Albon et 20e pour disqualifié. Esteban Ocon qui a été Mhm. disqualifié. Oui. L'aileron de Haas était pas réglementaire, donc sur la flexibilité. Ça, j'ai trouvé ça assez incroyable là, qu'on arrive avec un aileron non réglementaire du côté de Haas. En terminant, Kevin, je voulais mentionner il y a une nouvelle qui est sortie, bon, on va dire une nouvelle parce qu'il la confirme puis il est directeur de l'écurie, mais que présentement en audition, c'est Franco Colapinto contre Paul Aaron pour l'année prochaine Mhm. chez Alpine. Est-ce que Ouais. tu crois à ça, même si ça vient de la bouche de Flavio, qu'on est vraiment rendu là, Jack Doohan n'est plus dans l'équation, Paul Aaron, comment il fait lui pour faire justice, il est en évaluation comment, juste avec des séances d'essai libre, puis on ferme vraiment la porte à peut-être ramasser un gars comme Yuki Tsunoda, ou on fait pas un peu la même erreur. On choisit notre pilote avant que la saison soit terminée. Puis là, finalement, on va voir qu'il y en a d'autres de disponibles. Puis on va dire à un Paul Aaron de dire ben, l'année prochaine, finalement, c'est pas toi. On va commencer tu comprends un peu comme qu'on a fait Mhm. avec Doohan, que finalement, Oui. on ramasse Colapinto au vol, puis on bouscule tout ça. Moi, pour moi, je trouve que c'est un peu trop tôt là, pour la part de Flavio de commencer à dire c'est qui c'est entre qui puis qui pour le deuxième volant, parce que moi, je suis persuadé que Tsunoda, ça, il va s'en venir. Là. Ben écoute, c'est possible. Il n'y a rien d'improbable là-dedans. Paul Aaron, c'est un bon jeune pilote qui a montré des choses quand même intéressantes en essai. Par contre, si c'est le cas, Martin, il va arriver avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, si là, on va lui dire l'année prochaine, ben écoute, on va te laisser Pas une 5-6 course. Grand Prix. On va te laisser 5-6 Grand Prix. Puis, si on voit que ça ne fonctionne pas, ben on va te remplacer gentiment. Donc, moi, je trouve que il y a peut-être matière à se calmer le pompon, comme on dit en québécois, là. Donc, laissons Colapinto terminer la saison, bien que j'ai des doutes qu'il soit de retour avec les performances qu'il fait. Mais bon, ça reste à voir. Je ne ferme pas la porte peut-être à un Tsunoda. Ça pourrait apporter de l'expérience. Et surtout qu'il s'entend très bien avec Pierre Ben Gasly oui, également. Donc, c'est exactement. deux bons amis. C'est un duo qui est capable de te ramasser des points. Puis en plus, Oui, l'année prochaine, tu passes un moteur Mercedes, tu veux des gars en plus. d'expérience pour une Mhm. nouvelle. Moi, pour moi, je comprends pas si Flavio a pas mis le morceau encore que Tsunoda risque de tomber. Tu le disais toi-même, probablement Lindblad va avoir une promotion chez Racing Bulls, à moins qu'on Mhm. décide d'attendre du côté de Lindblad. C'est peut-être cette information-là que Flavio a eu entre les branches. Mais pour moi, pourquoi fermer les portes tout de suite ou pourquoi mettre des gens dans des fausses évaluations ou sous fausse pression présentement? Mhm. Puis surtout que Paul Aaron, c'est pas juste, il n'y a pas une Formule 1 présentement entre les mains. Il y a des séances d'essai libre des fois chez Stack Sauber, des choses comme ça. Ouais. En tout cas, ça reste à voir, mais je voulais quand même en discuter un peu avec toi. Je pense que c'est quelque chose qui va revenir souvent au cours des prochaines semaines. Mais pour Mhm. l'instant, c'est ce qui conclut notre journée de samedi et on peut passer au Grand Prix de dimanche. Eh bien oui, c'est dimanche qu'avait lieu la 17e ronde du championnat du monde 2025 pour une neuvième fois en Azerbaïdjan.
Eh bien, on avait les Formule 1 qui se promenaient dans les rues de Bakou et ça a été une 67e victoire de Max Verstappen. Il partait favori, même si depuis les 5 dernières années, si ma mémoire est bonne, la personne qui s'élance de la pole mais ne remporte pas le Grand Prix d'Azerbaïdjan, mais Verstappen a fait comme en Italie et est venu déjouer ces fameuses statistiques-là pour devenir le premier pilote à remporter une victoire de la pole position depuis un très, très, très bon moment. Lorsqu'on regarde ça aussi, c'est la deuxième fois qu'il remporte le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il enlève un je dirais, peut-être le seul record que Sergio Perez avait en Formule 1, là, des records pour des accomplissements en tant que tel, là, parce qu'il y avait juste Perez qui avait remporté ce Grand Prix-là 2 fois, mais maintenant il va devoir partager ce record-là avec Max Verstappen. Et c'est aussi ben, la 6e fois de sa carrière qu'il fait un Grand Slam. Veux-tu expliquer, Kevin, qu'est-ce que c'est qu'un Grand Slam pour les gens qui ne le savent pas? Ce n'est pas un tournoi de tennis que Max Verstappen a remporté en fin de semaine. Pour la 6e fois, un grand chelem. Un En fait, grand- un grand chelem pour Max Verstappen, ben, c'est un grand chelem. Donc, c'est pas compliqué, c'est super simple. Donc, pour votre information, c'est la pole position, c'est le meilleur tour, la victoire, et on a mené tous les tours de l'épreuve. Donc, sur ce, Max Verstappen obtient son 6e grand chelem. Il égalise Lewis Hamilton et il est à 2 longueurs du grand Jim Clark, pilote dans les années 60, qui en a réalisé 8. Et Et c'est aussi, Martin, Jim Clark, qui est selon plusieurs personnes, là, soyez pas surpris, si vous avez des conversations avec des fois des personnes qui ont connu la F1 dans une certaine époque, plusieurs le mhm, nomment comme le meilleur de tous les temps aussi. C'est pas n'importe qui. oui, Des fois, c'est un pilote qui est méconnu, mais c'est un pilote qui ressort souvent là, lorsque j'ai la chance d'avoir des conversations, je te le dis, avec les gens d'un certain âge, mais même des connaisseurs qui s'intéressent beaucoup à l'histoire de la Formule 1. Il y en a beaucoup qui placent en haute estime Monsieur Clark. ouais, surtout pour la courte carrière qu'il a eue, son ratio de victoires dans le Grand Prix est très impressionnant à Jim Clark, malheureusement décédé trop tôt, malheureusement pour lui. Et pour revenir à Max Verstappen, Martin, c'est aussi le seul pilote de l'histoire à réaliser un grand chelem sur 5 saisons consécutives, donc Hmm. entre 2021 et 2025. Donc, voilà pour Verstappen qui remporte, comme tu l'as dit, sa 77e victoire avec 14,6 secondes d'avance sur George Russell. Donc, deuxième victoire de suite pour Max, qui a très bien géré l'épreuve sans être trop inquiété. Euh, Vraiment, une course parfaite. Une course comme Max sait le faire, pas trop inquiet, gère bien ses pneumatiques, gère les conditions, fait tout à la normale. Il a le temps d'arrêter au puits, prendre un petit café, lire le journal, et après ça, il repart tranquillement. Donc, bravo, super performance de la part du quadruple champion du monde. Je vais pas te prendre à pied plat, là, Kevin. À Monza, c'était pas un grand chelem aussi, Verstappen? C'est possible. De C'est mémoire, il me très semble que possible. deux de suite, c'est rare. En tout cas, Hmm. je sais Bon, pas, à moins que je me faudrait que je trompe. revérifie. Ouais, à moins que je me trompe, là, mais j'essaie, tu sais, je calculais dans la mémoire pendant que tu parlais, là, OK, le tour Mhm. le plus rapide, il a eu la pole, il a mené tous les tours à Monza. En tout cas, je serais pas surpris si c'est pas deux grands chelems d'affilée, quand même. C'est pas arrivé souvent, ça non plus, là. Tu sais, quand on dit que Mhm. 6, ça te place parmi les plus grands de l'histoire, tu dépasses Lewis Hamilton. Et en plus, tu l'as fait 2 fins de semaine d'affilée, donc quand même quelque chose. Euh, oui, c'est encore une très grande performance de la part de Verstappen. Moi, je m'attendais à ce qu'il gagne du fait qu'il avait une Williams derrière lui. Sainz est très bon, mais quand même. Puis après ça, plus proche, ben, plus loin, c'était la voiture de Liam Lawson, une Racing Bulls. Donc, Max a des bonnes chances de remporter cette épreuve-là. Ce qu'il fallait qu'il réussisse à combattre, c'est toutes les possibilités d'erreur, mais on le sait, il est très près de la perfection. Ensuite, les voitures de sécurité, neutralisation, ces choses-là, c'est quand même 57% de risque Oui. d'avoir une voiture de sécurité sur ce Mhm. circuit-là. Donc, tout ça faisait en sorte qu'il devait composer quand même avec une journée, composer de tout ça. Il l'a très, très bien fait, comme il le fait toujours. Mhm. J'ai aimé, moi, je pense, une des parties où il a gagné la course, là. Puis c'est quelque chose qu'on a, les gens parlent pas beaucoup, mais le fait qu'il a décidé de s'élancer en gomme dure. Ça a été Oui. la première surprise de la journée pour moi. Euh, les autres écuries ont semblé surpris de ça. Puis Laurent Mekies le dit, c'est Max, pendant toute la soirée, de samedi à dimanche, a travaillé très, très fort, a fait du lobbying auprès de l'écurie pour
aller dans les simulateurs, faire marcher les possibilités de stratégie en s'élançant de la gomme dure. Pour lui, il voyait quelque chose. Puis quand on dit là, à quel point c'est un bon pilote, puis regardez les petits détails, François Goulet nous en parlait vendredi, à quel point il est impressionné de Verstappen, il fait beaucoup de recherches sur lui dans les dernières semaines, voire derniers mois. On apprend beaucoup sur lui. Les petits détails, son QI de course automobile, c'est quelque chose qui est très développé. Mais en plus, il n'avait pas roulé les gommes dures pendant toute la fin de semaine. Parce qu'on a seulement Mhm. 2 trains pour un week-end de course. Donc, il avait préservé ça pour la course. Mais de dire, moi, c'est ces gommes-là que je veux. Puis là, dans la conversation, dis-moi, mais Max, on ne sait pas, tu les as pas essayées pendant la fin de semaine. Ah ouais, mais moi, j'ai vu, je vais les prendre, ça va bien aller. Le premier tour là, de la course, là, c'est la première fois qu'il roulait avec ces gommes-là. Je sais qu'il y a des gens qui doivent nous écouter, ah, ça change rien, c'est un gomme. Non, non, ça change quelque chose. Le poids, le ballon de la voiture, plein de choses, ça peut changer, des petits détails, le sentiment que tu as. Donc, il a joué gros, mais il a surtout vu juste parce qu'il se rappelait que l'année dernière, dans le fond, les gommes dures étaient la gomme médium. Il y avait quand même 10 degrés de différence entre 2024 et 2025. Donc, il a joué là-dessus, mais pour moi, là, c'est non négligeable qu'il a fait quelque chose de grand en décidant de prendre les gommes dures. Il faut donner du mérite aussi à un gars comme George Russell, parce que George Russell est allé en gomme dure. Yuki Tsunoda, on va y enlever du mérite parce qu'on dit si Max Verstappen a tant poussé pour ça, ben c'est peut-être devenu que ils ont vu dans les ordinateurs que c'était la bonne stratégie, donc on a décidé de la donner à Yuki aussi, ou à Yuki aussi. Mais moi, en partant de l'arrière, de décider de dire, je vais mettre les gommes dures, je vais faire quelque chose de différent de tout le monde. Ça, c'est correct, mais pour moi, c'est comme normal de réagir comme ça, là. Que Lewis Hamilton, en 12e place, décide de partir en gomme dure. OK. Mais quand tu es premier, puis tu décides de faire différent du trois quarts du peloton, moi, je trouve ça, c'est chapeau. Ça, faut avoir du guts, comme on dit. Faut avoir du gosse, faut avoir Du du chien, flair, comme on dit, ouais. ouais, du chien, du flair. Et ça, c'est tout à l'honneur de Verstappen, et tu le mentionnais, Martin, le QI de course de Verstappen est probablement, écoute, de ce que j'ai pu voir en F1 depuis que je suis la discipline, c'est un des plus élevés. C'est un pilote qui est déjà par son talent naturel fait des miracles, mais son intelligence de course est vraiment formidable. Et on l'a vu tout de suite, dès le départ, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Il est allé se mettre à l'abri. Il n'a pas laissé un centimètre d'espace à Carlos Sainz pour qu'il puisse rester dans la zone DRS. Verstappen, il s'est tout de suite dit non, ça c'est ma course, c'est moi qui va gérer, c'est moi le patron. Je m'en vais, bonne journée les amis. Et Carlos Sainz n'a même pas eu la chance de rester dans la zone des RS. Donc, bravo à Max Verstappen. Et juste petite information, Martin, tu Oui. mentionnais à Monza, c'est Lando Norris. C'est ton préféré. C'est Lando Norris qui l'a eu le meilleur tour. Ah, le Donc, meilleur tour, c'est pour il ça. avait été le chercher. Bon, ben oui, Ouais, t'es déjà rendu, Lando, ton préféré. déjà là, Lando. Mais non, mais pour revenir à Max OK, c'est Verstappen. pour ça, parce que je trouvais que la statistique d'en faire deux de suite, je comprenais pas pourquoi on le mentionnait pas, puis je Ouais, l'avais pas sorti, puis je l'avais parce que ça, c'est quelque chose en soi s'il a réussi à ouais. accomplir ça. OK, mais Lando a gâché le grand chelem. Mais Il a merci gâché le d'avoir fait la party. recherche. Ouais. Merci, Il a gâché j'apprécie. le party. Mais pour revenir à Verstappen, ben, écoute, du du grand max, tout simplement, comme d'habitude. Il revient à 69 points de Piastri, mais surtout à 44 de Norris. Donc, est-ce qu'on peut dire, Martin, dans un certain sens, est-ce qu'on peut enlever Verstappen de l'équation du titre, voir comment ça se dessine? On verra fort probablement à Singapour, parce que Singapour, c'est pas un circuit où Red Bull excelle là, au cours des dernières années, notamment. Mais par contre, faut jamais dire jamais, faut jamais enterrer Max Verstappen. Et là, on commence à voir une certaine dynamique qui s'installe depuis Monza. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Verstappen va pouvoir nous sortir à Singapour. S'il réussit à sortir un lapin de son chapeau comme il est capable de le faire et de devancer les McLaren, attention, Moi, je gagerais pas qu'il va gagner, mais je gagerais pas qu'il sera pas champion du monde non plus. C'est c'est ça. montrer à quel point que énormément de respect pour lui. Puis le fait qu'il là, il commence à mettre, s'il réussit à mettre McLaren sous pression, je pense que c'est déjà commencé. Mais Mhm. s'il réussit à ajouter, comme tu dis, une victoire à Singapour, c'est 3 d'affilée. Là, le vent tourne. Puis c'est pas n'importe qui.
encore là, je veux pas dénigrer personne, mais n'importe quel autre pilote qui en gagne trois d'affilée, tu fais comme, ah, ok, ouais, mais à un moment donné, là, trois d'affilée, c'est déjà beau, mais ça va arrêter. Rappelez-vous, le Max qui a le record, il en a gagné, c'est 10 d'affilée qu'il a déjà réussi à faire. Donc, c'est pas le gars, c'est pas parce qu'il en gagne deux que là, il est fatigué ou il est capable, lui, de partir sur un rythme puis d'accumuler des victoires. Puis il y en a seulement une de moins que Lando Norris depuis le début de la saison, là. Mhm. Montrer comment ça change vite parce que t'en gagnes deux de suite. Là, il est quasiment. La prochaine qui gagne, il est égal à 5 victoires avec Lando Norris pour le nombre de victoires cette année, puis il est pas si loin que ça de rejoindre Piastri par après. Donc ça peut tourner. Il est pas complètement éliminé. N'importe qui d'autre, on pourrait dire bah pas de chance. Mais un gars comme Verstappen, on n'a pas le choix de le respecter jusqu'à la fin. Je pense que c'est d'ailleurs ce que McLaren vont faire. Mais à quel point ça va venir affecter leurs décisions? À quel point ça va les faire paniquer? À quel point ça va mettre une pression sur Piastri, sur Norris? C'est tout ça qui reste à voir. Norris, on n'a pas on n'a pas de misère à croire que ça va y en mettre, la pression. Piastri, on le sait pas. On l'a jamais vu être affecté. À part en fin de semaine, trois erreurs là, en fin de semaine. Là, parce que là, on va en venir. Oui, on va parler de Sainz, qui a un beau podium, puis tout ça. Mais je veux quand même mentionner Oscar Piastri, premier tour, vole le départ. Donc, deuxième erreur de Mhm. la fin de semaine. Puis même pas une minute plus tard, commet sa troisième erreur, complète le tour du chapeau en plaçant sa voiture encore dans le mur pour une deuxième fois. Dans le fond, c'est le premier tour qu'il faisait depuis qu'il avait pris le mur en qualification. Premier tour officiel, puis il y a encore une fois, ça a été une perte de contrôle, voiture dans le mur. Donc, vraiment pas le week-end idéal, mais trois erreurs sur une fin de semaine là, de la part de l'Australien. Moi, je me rappelle pas l'avoir vu faire ça, même depuis qu'il est en F1, depuis ces trois saisons. Non, c'est ça. Puis, comme tu l'as mentionné, Martin, c'est ça. Départ, se retrouve dans le mur au premier tour. Est-ce que la pression se fait ressentir? Mhm. Moi, c'est ça que je me pose comme question. Parce que là, tu as beau dire, déjà, l'impulsion du départ, l'impulsion, oh, je saute le départ. Donc, déjà là, pénalité, tu veux rattraper parce que là, il s'est retrouvé loin, il s'est retrouvé en queue de peloton. Là, tu veux réussir à revenir. Tu commets un impair, tu t'en vas dans le mur, c'est terminé. Sauf Mhm. que là, il faut faire attention parce que le vent peut changer rapidement. On le sait. On sait qu'est-ce qui s'est passé avec Norris à Zandvoort avec son problème mécanique, Martin. Ça a donné un coup dur aux Britanniques. Mais là, oui, Piastri il y a encore 25 points d'avance, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est au moins une victoire. Fait que ça, c'est correct. Mais le vent peut tourner rapidement. Puis on sait, à Bakou, en fin de semaine, il tournait rapidement le vent. Donc, c'est vraiment de faire attention parce que tu sais qu'il y a le gaillard comme Verstappen qui ne te laissera pas un centième puis qui va toujours aller chercher le maximum. Donc, moi, je pense que peut-être qu'il y a une certaine pression qui se fait ressentir du côté de Piastri. En fin de semaine, ça a été très compliqué. Puis c'est la fin d'une série de 44 Grands Prix à l'arrivée de Oscar Piastri. C'est la deuxième plus longue derrière Lewis Hamilton. Donc, c'est pas rien ce qu'il a réussi à accomplir, Oscar Piastri. C'est aussi c'était la première fois en 34 Grands Prix qu'il marque pas de points aussi. Mhm. Ouais. Ça, c'est toutes des statistiques que Lando Norris veut pas voir, là. Parce que tu te dis, ça faisait 44 fois qu'il terminait un Grand Prix. Là, il termine pas, tu saisis pas l'opportunité. Ça fait 34 fois qu'il marque des points d'affilée. Là, il en marque pas, puis tu t'en manges pour en faire le moins possible, on dirait. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Disons que ça, c'est pas des bonnes statistiques, c'est pas des statistiques qu'il veut voir. Je relance un peu sur Verstappen, qu'est-ce que tu disais. Mhm. Surtout, je pense qu'est-ce qu'on veut pas du côté de McLaren. Max, je pense pas que Max est un gars qui abandonne. Mais disons que tu veux pas qu'il recommence à y croire à 100%, parce que ça, c'est pas des bonnes nouvelles. Puis tu veux surtout pas non plus que Red Bull commence à y croire. Parce que ça aussi, ça peut causer des problèmes. Parce que Red Bull, même si on dit, ah, on lâche pas, on est derrière Max, puis on n'est pas cave non plus, là. On sait que c'était loin, là, le championnat des pilotes. Mais là, si on commence à penser qu'il y a une chance de si que peut-être que c'est pas des bonnes nouvelles pour McLaren, ça. Puis c'est ce qu'on essayait Mhm. d'éviter depuis le début. On voulait empêcher Red Bull de rêver, puis empêcher Max Verstappen d'y croire. C'est pas une petite tâche d'en arriver là. On était à deux pas du fil d'arrivée, là, de montrer qu'à gars, c'est impossible cette année, tu l'auras pas. Puis là, tout d'un coup, là, c'est ça, on recommence à mettre la carotte devant Max, puis Max, il a le goût il a le goût de l'avoir, la carotte. Puis ça serait le plus beau championnat de tous ces championnats s'il réussit à revenir faire ce miracle-là. Puis ça Ouais. serait probablement, ça viendrait s'installer comme un des meilleurs championnats de l'histoire de la Formule 1, parce que vraiment, s'il réussit à faire ça, avec si peu de courses qui restent, là, puis on dit pas que ça va arriver, là, c'est juste le fait qu'il y a une possibilité, mais c'est pas des bonnes nouvelles pour l'équipe Orange Papa que
Verstappen il commence à y croire, surtout pas que Red Bull y croit non plus. Lorsqu'on regarde le reste du portrait aujourd'hui, ben oui, Lando Norris, il en a pas profité. On va en venir dans quelques instants. George Russell, lui, a saisi l'opportunité. Je le disais, dans les séances de qualification, Mercedes se devait d'une certaine façon d'être déçu, de dire, ben, les gros joueurs ne sont pas là, puis on n'est même pas invité à la danse du top 3. Mais là, on devait se reprendre dans la journée de dimanche. Russell qui termine deuxième. Je pense que c'est la meilleure possibilité là, qu'on Mhm. pouvait avoir du côté de Mercedes. Surtout là, quand on sait que on n'a pas de Ferrari, on n'a pas de McLaren dans les jambes. Et tu le mentionnais tantôt, on se dispute la deuxième place du championnat contre Ferrari. D'ailleurs, grâce à ce résultat-là de Russell et Antonelli, ben, on passe devant Ferrari. Là, j'ai envie de te dire, Kevin, si je t'avais dit, ok, j'ai deux questions pour toi comme ça. Ok? Mhm. Si je t'avais dit en début de saison que le duo Antonelli-Russell ferait plus de points après 17 Grands Prix que le duo Leclerc-Hamilton, tu m'aurais-tu dit, Mhm. Martin, est-ce que tu t'es exposé au soleil aujourd'hui? Martin, je te dirais pas ça, mais Hein? je te dirais, il y a matière à se poser des questions, à voir à quel point George Russell est excellent. Mhm. Moi, personnellement, je commence à me dire que Russell peut, s'il est dans une monoplace performante, admettons que Russell serait à bord d'une McLaren cette saison, il joue le championnat. Si, admettons, on remplace Oscar Piastri par George Russell, moi, je pense que Russell est encore, il serait probablement dans la même position que Piastri, voire peut-être même plus loin. Oui. Parce que Ben, je plus trouve que c'est d'expérience, mais plus aussi, je comprends d'expérience. ce que Ouais. tu dis. Mais George fait des erreurs sous pression. Là, cette année, faut être honnête. Moi, je trouve pas qu'il est nécessairement sous pression cette année, à part le Mhm, fait ouais. de pas avoir de contrat, ces choses-là. Mais je suis Mhm, d'accord, c'est la meilleure version de George Russell qu'on voit. Pour moi, ouais. c'est ce qui se rapproche de la version qu'on voyait chez Williams. Le gars qui va toujours Mhm, chercher le maximum de la voiture, ouais. plus avec la maturité, de l'expérience qui est rentrée dans le métier. Mais t'as raison. Puis en plus, j'ai envie d'ajouter QI de course. Faut le donner Ouais. à George Russell aussi parce que c'est l'autre pilote qui a saisi l'opportunité. Tu sais, Tsunoda, je te dis, il est dans la même écurie que Max. Il a assisté au meeting, on va y enlever. Mais George était le seul autre dans le top 10 à dire non, non, moi je pars en gomme dure. Ça, Mhm, j'ai trouvé que c'est impressionnant, ça, quand même. Il faut le donner le crédit, puis à bien faire. On voit que c'est la bonne stratégie. Les deux pilotes qui ont fini premier, deuxième sur la grille sur la ligne d'arrivée, c'est les deux qui avaient compris que sur la grille de départ, il fallait s'élancer en gomme dure. ouais. Quand Effectivement. même, Puis c'est une ça. excellente stratégie, bien menée, une gestion pneumatique A1 pour le pilote Mercedes. Ça va probablement l'aider pour renouveler son contrat avec, avec Mercedes, avec Toto Wolff, qui est quand même un fin négociateur, Toto Oui, Wolff. ça négocie serré là-bas, là. Ouais, ça négocie serré. Donc, déjà, un 22e podium en carrière pour Russell qui consolide sa quatrième place au championnat des pilotes. Avant d'arriver à la belle histoire du jour, Martin, euh, avec Carlos Sainz. Mhm. Carlos Sainz, vraiment, troisième, une belle opération pour Smooth Operation Ben par oui. Carlos Sainz. Ben Chez ouais. Williams. Mais ça emmène ma deuxième question que j'avais pour toi, Vas-y, Kevin. Euh, vas-y. là, je suis le gars qui s'est exposé au soleil, qui te dit, hey, moi, je pense que Antonelli et Russell vont faire plus de points que Leclerc et Hamilton. Là, tu dis, Mhm, OK, ouais, OK, t'es dans les grosses déclarations. Puis là, je t'en mhm. rajoute. Là, je te montre que j'ai pas juste été exposé au soleil. D'après moi, je mélange du coke avec d'autres choses. Puis là, je te dis, le, Carlos Sainz va faire un podium avant Lewis Hamilton chez Ferrari. Donc, Carlos Sainz s'en va chez Williams, il va monter sur le podium avant Lewis dans une voiture rouge. Là, tu te dis, hey, là, tu charries, là. Parce que je sais que t'aimes ça, toi, ces prédictions osées là en début de l'année, là. Tu Ouais, prends un malin plaisir avec ces choses-là. ouais. Mais celle-là, t'aurais dit quoi? Parce que c'est arrivé, là. C'est Carlos Sainz qui va avoir eu son podium avant Lewis Hamilton. C'est incroyable. C'est incroyable quand même quand on regarde ça. J'aurais jamais cru à ça pour être bien, bien, bien honnête avec toi. J'aurais jamais signé en bas de la feuille Ah, sur, c'est sur fou. celle-là. Mais écoute, c'est une très, très belle opération pour le pilote espagnol. Ah ouais. Euh, une belle histoire qui récolte son premier podium de la saison et de facto son premier avec Williams. C'est son 28e en carrière. Premier podium de Williams depuis 2021 avec George Russell. Il n'a pas su résister à Russell, mais il a bien géré ses pneus. Ça, écoute, Martin, ça, c'est le genre de Carlos Sainz qu'on connaît, qui est Mhm. capable de tout mettre bout à bout, puis de réaliser des performances extraordinaires.
Ben moi, C'est le Carlos Sainz que j'aime voir. on parle des QI, OK, de Oui. course. Carlos Sainz, Oui. ça en a un autre, ça. C'est pas pour rien qu'on est allé chercher du côté de Williams. James Valls a vu Mhm. ça. Un autre gars qui a un bon QI de, de course automobile. Puis là, tu regardes Sainz. Moi, je suis persuadé qu'il avait compris qu'il terminait pas deuxième aujourd'hui. Il voulait Mhm. protéger la troisième place. Déjà, dès le départ, je trouve que c'est ce qu'il faisait. La stratégie était de finir troisième. Je dis pas qu'il n'aurait pas voulu finir deuxième, là. C'est juste qu'il savait qu'il pouvait pas résister probablement à George Russell, mais que devant Antonelli, ça se ferait. Puis ça s'est fait par une seconde et quelques, pas beaucoup, là. Il a vraiment Mhm. réussi à résister, même Toto Wolff a qualifié qu'ils ont été chanceux du côté de Williams, mais quand même, ça prend de la chance. Quand on est bon, quand on a une bonne voiture, ben j'ai envie de dire qu'on fait notre chance. Puis c'est ce qu'on a fait aujourd'hui du côté de l'écurie Williams. C'est vraiment le fun de les voir avoir du succès. Tu sais, on a un petit attachement, nous autres, avec eux, là, bien sûr, à cause de, Mhm. non seulement il y avait un Québécois, là, il n'y a pas si longtemps que ça. On trouve que James Vaz est sympathique, mais aussi Jacques Villeneuve qui a gagné son titre là-bas. Donc, toujours le fun de voir des grandes écuries comme ça revenir avec du succès, mais un podium. Autant pour Saints, je me sentais un peu mal pour Albon parce que je pense qu'Albon Mhm. aurait voulu donner ce podium-là à Williams, mais il était très bon joueur. Hein. Il était là pour Oui. célébrer. Il était pas, ah ben moi je fais des entrevues, je suis occupé, je suis un gars, tu sais, j'ai une douche à prendre. Non, non, il était là. Il était là avec l'équipe. Ça, encore là. Je suis pas surpris parce que je pense que Alex Albon, c'est un gars d'équipe, mais c'est toujours le fun de le voir. Puis pour les gens qui l'ont manqué, ben, je voulais quand même vous le partager qui était là pour applaudir la belle journée de Carlos Sainz. Donc, Sainz, ouais, Et vas-y. aussi, Martin, juste te dire comme ça, le point commun, ça, c'est une statistique que j'ai trouvée intéressante, le point commun entre Carlos Sainz et le grand Alain Prost, les deux pilotes ont tenu un podium avec trois écuries mythiques, donc Williams, McLaren et Ferrari. Non, quand même, hein? Quand Statistique même, hein? intéressante de voir ça parce que Prost, on s'entend, c'est une légende du sport automobile de la Formule 1. Et Carlos Sainz ben, rejoint Alain Prost avec cette statistique-là que j'ai trouvée fort intéressante. Puis tu savais, là, tu sais, quand on dit que ça fait du bien, que ça tombe à point des bonnes. Tu sais, Albon a du succès depuis quelques courses, mais Carlos Oui. Sainz n'avait pas marqué de points depuis le Canada. Mhm. Canada, là, c'est mois de juin, là. Ça fait longtemps, là, nous autres. Ça fait un moment, ouais. C'est ça, exactement. Il n'avait pas marqué de points depuis ce temps-là. Et là, disons qu'il s'est rattrapé en terminant troisième. Là. Mhm. Ben, quand je regarde le classement, moi, je trouve qu'Antonelli a bien fait dans sa Mhm. journée. C'est sûr qu'il aurait probablement aimé un podium, vraiment décevant, mais quatrième, pour moi, on peut pas demander mieux. C'est un jeune quand même, il faut rester dans cette optique-là. Oui, Russell a eu plus de succès, mais Anthony, quand même, quatrième, c'est bon. Liam Lawson a résisté à des attaques constamment. Là. Tu sais, si on disait Sainz qui a résisté quand même, mais Lawson, là, c'était pas évident. Toute la journée, tu as une Red Bull derrière toi, tu as le gars qui a pris ta place. Il veut te dépasser, mais tu réussis à toujours positionner ta voiture. On le sait, Lawson, c'est probablement où ce qu'il excelle le mieux, hein, de se battre au contre-roue, défendre une Mhm. position, très agressif aussi. Je suis certain que ça te fait plaisir encore une fois. Tu avais sûrement ta tasse, tu regardais ton casque, puis tu te disais, je l'aime, ce Liam Lawson, là, mon Néo-Zélandais favori. Ben, c'est ça. De voir ça, le duel Lawson-Tsunoda. Ça a Mhm. été bon pour Lawson. Est-ce que ça a été bon pour Tsunoda, cette sixième place-là? Un peu comme en qualif, je te posais la question, parce que d'une certaine façon, encore une fois, oui, ton meilleur résultat depuis que tu es arrivé chez Red Bull, sauf que Mhm. le gars que tu as remplacé termine devant toi, puis toute la course, t'es pas capable de le dépasser. Ben, surtout ça, et dans le cas de Lawson, c'est le meilleur résultat de sa carrière. Donc, Mhm. ayant retenu Tsunoda, oui. Ayant retenu Charles Leclerc Oui. pendant bon nombre de tours, on s'entend, c'est pas rien, surtout avec une Ferrari, on va se le dire. En plus de ça, Lando Norris qui est pas trop loin, puis Lewis Hamilton qui se rajoute à la danse pendant plusieurs tours sans DRS. C'est incroyable, pareil, hein? Ça, vraiment, on dirait que la Racing Bull faisait 3 mètres de large. Mhm. Donc, comme quoi, oui, la Racing Bull était rapide, mais comme quoi Lawson n'a pas commis d'erreur et récolte des points précieux pour son écurie. Donc, bravo à lui. Ça va le faire du bien pour la confiance, pour son baquet, pour sauver son volant pour la saison 2026. Pour arriver à Yuki Tsunoda, Martin, ben, c'est son meilleur résultat de l'année. Donc, c'est bien pour lui. C'est bon pour le moral parce qu'il en avait besoin lui aussi. Ça n'a pas été facile pour Tsunoda. Euh, donc, oui, on s'entend quand on regarde le classement, quand on voit la course de Verstappen, mais je me dis, Tsunoda, c'est des points importants, c'est des points précieux pour lui. On le sait, c'est pas une saison facile. Il est loin dans le championnat.
Yuki Tsunoda, écoute, il est ex aequo avec Pierre Gasly avec 20 points. Donc, il est loin, Tsunoda. Donc, c'est sûr que c'est un résultat qui va lui faire plaisir. Il va le prendre, le résultat. Il va être content de tout ça. Mais c'est sûr que quand tu regardes et tu te dis, ouais, là, je me suis fait devancer par une Racing Bulls. hi, OK, c'est moins flatteur, mais considérant la situation, je pense que c'est un moindre mal pour Tsunoda de terminer sixième. Terminé septième pour Norris, pour moi, ça ajoute, là. Je comprends qu'il y a des circonstances. On a raté son arrêt au puits. Ouais. Malheureusement, ben, on pouvait pas demander aux 19 autres pilotes de faire, de laisser passer Lando parce qu'on avait fait un mauvais arrêt au puits, là. Ça marche pas comme ça, comme on avait fait avec Oscar. Mais quand même, je trouve que Lando a manqué une opportunité complètement. Tu le disais tantôt, on est à 25 points. Maintenant, sur 25 points de Piastri. Ça l'aurait mis à égalité s'il avait gagné cette course-là. C'est peut-être pas réaliste parce que la journée de samedi, il avait bousillé. Moi, ce qui m'a fait sursauter, là, c'est pas la performance, c'est pas qu'il a pas réussi à dépasser Tsunoda ou toutes ces choses-là qui a été pris dans un train de DRS, c'est pas ça qui m'a fait sauter. C'est les commentaires qui a passé après. Tu me diras si tu es d'accord avec ça. Il mentionne, j'ai fait le mieux que je pouvais faire samedi et j'ai fait la même chose aujourd'hui. Moi, je suis pas d'accord par tout. Moi, dimanche, Ouais. que tu me dis qu'aujourd'hui, tu as fait le meilleur que tu pouvais, ça passe de travers. Mais que samedi, que tu as fait la meilleure performance que tu pouvais, ben là, je m'étouffe. Ça ne fait pas juste passer de travers, là, ça passe pas partout. Parce que Mhm. samedi, non, c'est impossible que samedi, ta McLaren n'avait pas cette position-là à l'intérieur d'elle. C'était une voiture de top 3. Là. Tu es Ouais. d'accord, toi, qu'il a fait toute sa fin de semaine, c'était le meilleur qu'on pouvait avoir de Lando Norris? Écoute, Martin, si c'est le meilleur de Lando Norris, comme tu as mentionné, ça ne mérite pas de gagner un championnat. Non, c'est ça. Puis, Moi, écoute, je vais faire ça vite, vite. ouais. Euh, quand je regarde un pilote comme ça qui ne va pas. J'ai pas vu un Lando Norris avec le couteau entre les dents. De ce que j'ai vu encore, j'ai pas vu Lando Norris me dire hey, là, mon coéquipier, il est hors course. Là, j'ai la porte, j'ai pas juste une porte ouverte, j'ai la porte de garage carrément ouverte là. Ah Je, ouais, je peux, je peux rentrer dedans là, à vitesse grand V, mais j'arrive même pas à me placer sur le podium. Je n'arrive même pas à rentrer dans le top 5. Donc, tout ça pour dire que j'ai pas vu un Lando Norris avec autant de hargne, autant d'un état combatif de me dire, là, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux, mais j'engrange juste 6 points à Piastri. C'est là que le bas blesse parce que c'est là qu'il faut que tu la saisisses, cette chance-là. Et Norris n'a pas réussi à capitaliser là-dessus, encore une fois. Le sentiment d'urgence. Oui. Comprendre que tu vas peut-être dire toute ta vie que tu as été vice-champion parce qu'à Azerbaïdjan, t'as pas compris qu'il fallait que tu fasses ci. Tu vas être vice-champion toute ta vie parce qu'à Sao Paulo, en 2024, t'as pas compris que l'autre était 17e, puis toi, t'étais en avant, puis c'était ta chance. C'est tous des messages comme ça qui sont flagrants, que tout le monde voit que lui n'a pas l'air à saisir, puis il arrive après ça, dans les entrevues, puis OK, il a le droit de dire ce qu'il veut, il a le droit, mais Mhm. pour moi, c'est de dire des conneries, de dire, ah, ben moi, j'ai fait mon mieux samedi, j'ai fait mon mieux. Hein, voyons donc, Lando. Tu sais, autant qu'on y reproche des fois qu'il est trop dur avec lui, mais là, je comprends là, que c'est probablement pas ça qu'il pense, puis à l'intérieur de lui, c'était pas ça, mais quand même. Puis l'histoire de dire ah ben McLaren c'était pas leur meilleur, j'en ai parlé tantôt pourquoi que c'est pas nécessairement là, mais c'est pas ça fait pas partie de l'emploi ça de dire en fin de semaine ta voiture est moins bonne, ben profite-en donc pour montrer à tout le monde que t'es pas en prétention de devenir champion du monde juste à cause que tu as une bonne voiture. C'est le temps de montrer, de dire, hey, moi, là, je suis Lando Norris, puis moi, je fais la différence. Même quand McLaren n'est pas au sommet de leur art, parce qu'il faut quand même le dire, Lando n'a Mhm. pas livré la marchandise, Oscar n'a pas livré la marchandise, puis je pense pas que McLaren a livré la marchandise au cours de la fin de semaine. On l'a vu encore un mauvais arrêt au puits. Mais Mhm. quand que tu regardes ça, tu dis, c'est le temps pour un pilote. Fais justement du George Russell. Fais du Max Verstappen, de montrer à tout le monde, de dire, hey, vous savez tout que j'ai pas la meilleure voiture, mais moi, fin de semaine après fin de semaine, je vais faire la différence. C'est ce que Lando a pas fait. Puis c'est là, je reviens à ma phrase, à mon parallèle de tantôt. C'est ça la différence entre être champion du monde ou pas l'être. C'est quand tu es capable de faire la différence, il est pas capable de le faire. Fait que c'est pour ça que, d'après moi, il va passer son tour cette année encore une fois. Puis, en tout cas, pas être méchant, mais j'espère qu'il passe son tour parce que je trouve pas qu'il le mérite. Ensuite, Lewis Hamilton, parlant de pas mériter.
Terminé, termine huitième. Charles Leclerc l'a laissé passer. Il aurait probablement passé Charles pareil, mais finalement Ferrari voulait éviter le combat. On demande de donner la position parce qu'on pense que Lewis a plus de chances d'aller rejoindre les pilotes qui sont en avant de lui. Finalement, c'est pas ça qui arrive. Normalement, ce qu'on a vu depuis plusieurs années en Formule 1, que ça soit dans différentes écuries, on a vu ça. Comme quoi que là, le pilote, si t'as pas réussi à aller chercher qui tu voulais aller chercher, ben normalement, tu vas redonner la position à ton coéquipier qui t'a laissé cette opportunité-là. T'as laissé la chance à l'équipe, t'as laissé la chance à ton coéquipier aussi. Finalement, ça n'a pas fonctionné, on retourne les positions. Je te dis pas que je suis un grand amateur de ça, d'empêcher les pilotes de se battre, de dire, oh, donne ta position, donne-la. Je trouve qu'on le sait que maintenant, c'est monnaie courante. Charles l'a déjà fait, Lewis l'a déjà fait, mais finalement, Hamilton lui a oublié de la redonner ou a manqué de temps, a dit, ah, j'étais trop focus sur ce qui se passait en avant, je voulais tellement rejoindre les autres que j'ai pas pensé à redonner la position. Quand j'ai voulu le faire, ça s'est mal fait, je suis arrivé à 4 dixièmes près. En tout cas, ouais, tout le monde est libre de croire sa version, de pas la croire, mais c'est quand même étrange comme situation. Pour toi, qu'est-ce que tu as pensé de ça? C'est sûr que quand on regarde la situation, Martin, c'est pas pour une victoire, c'est pas pour un podium. On s'entend de huitième, neuvième. Est-ce que ça aurait changé grand-chose? Leclerc a dit, bon, c'est pas pour le résultat final, c'est pas grand-chose, mais c'est le principe de se dire que tu n'as pas réussi à aller rejoindre les gars en avant. Quand on regarde la configuration du circuit, Martin, après, juste avant la grande ligne droite qui va mener à la ligne départ arrivée, on a le fameux virage Leclerc, le fameux virage 15, et le 16 qui va ramener les voitures vers la ligne de départ arrivée. Là, je me dis, à ce moment-là, si tu vois que tu n'es pas en mesure d'aller les chercher, ben, gars, tu sais, Ricardo Adami aurait dû dire à Lewis, OK, gars, c'est beau, t'as bien essayé, mais gars, t'as le temps, relaisse la place à Charles, puis on finit Ouais. comme ça. Il y aurait eu le temps, mais est-ce qu'il y a eu une mauvaise communication? C'est possible, mais quand je me dis ça, j'ai comme fait, bon, au moins, c'est pas comme si l'enjeu était si important que ça pour les deux pilotes, parce qu'ils sont pas dans une lutte pour le championnat, et on s'entend là-dessus, mais je comprends qu'il y ait un petit malentendu là-dessus. Euh, Question de timing, oui, mais encore là, faut quand même respecter certaines directives, disons, dans l'équipe. Au moins, ça n'a pas fait trop de tort dans toute cette situation-là, mais c'est discutable, mais au moins, comme on se dit, le moindre mal, c'est que c'était pour une huitième place. Mhm. Mais je ne vais pas ajouter de la bisbille, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention, j'ai pris une note là-dessus. Mhm. Hamilton ne laisse pas passer Charles. Mhm. Puis une fois qu'on passe le fil d'arrivée, c'est quoi que Charles demande? Est-ce que Carlos a fini sur le podium? Question tout bonnement comme Ouais, ça. ouais. Est-ce que c'était lié? Est-ce qu'il a voulu attirer l'attention à son écurie de dire est-ce qu'on a un de nos gars qu'on a laissé passer l'année passée qui viennent de finir sur le podium? Est-ce que j'ai bien compris? Euh, Mhm. est-ce que le gars que j'ai laissé passer en avant de moi, je sais pas, peut-être que ça avait Mhm. aucun lien. Je pense que Charles aime bien Carlos, puis il voulait vraiment. Ouais. Mais j'ai trouvé ça drôle que c'est la première question qu'il a demandé au micro après avoir passé le fil d'arrivée, c'est est-ce que Carlos a fini sur le podium? J'ai trouvé que c'était un drôle de lien. Peut-être qu'il n'y en avait pas non plus, mais quand même, je voulais quand même souligner le moment. Mais neuvième pour Charles Leclerc, ça va aller dans les statistiques. On va s'en rappeler. À la fin de l'année, on va dire, ah, ben Hamilton a fini tant de fois en avant de Charles. Il faut se rappeler qu'il y a au moins une fois que ça n'aurait pas dû. Il aurait probablement réussi à le faire, sauf qu'il l'a pas fait. Ça s'est fait en cadeau. Donc, à ce moment-là, ça reste on ne saura jamais s'il avait vraiment réussi à Mhm. dépasser Charles Leclerc. Dixième pour Isaac Hadjar qui termine dans les points. Onzième pour Bortoleto qui fait encore un très bon week-end de course. Douzième pour Oliver Burman qui normalement termine onzième, mais là, n'a pas réussi. Treizième pour Albon. Lui a perdu gros. Hein. C'est pas pour moi, c'est celui qui a perdu le plus au cours de la fin de semaine. Il aurait dû être là, perdu beaucoup de points pour Williams. Ça se répète hein, pour l'écurie Williams depuis le début de la saison. On dirait que quand on a la chance d'avoir deux voitures pour marquer des points, il y en a un des deux qui l'échappe. En fin de semaine, ça a été Albon. Quatorzième pour Ocon. 15e pour Alonso, qui a raté son départ malheureusement à cause de Piastri. Je le comprends, Mhm. le bon vieux vétéran de 44 ans, vu du mouvement, a pensé que
Il est parti lui aussi. Finalement, il s'est fait avoir. Puis ça n'a pas été long, hein. Et aussitôt qu'il a dit ton penalty, ouais, ouais, je sais. Hmm. Excusez-moi, hein, c'est à cause que je l'ai vu pas. Et il a tout avoué, il a compris pourquoi il a fait son erreur qu'il a vécu avec. 16e pour Hülkenberg, et 17e pour Stroll, 18e pour Gasly, 19e pour Franco Colapinto qui termine aussi avec un tour de retard, même chose son coéquipier Gasly. Et Oscar Piastri, lui, qui n'a pas pu terminer avec les circonstances qu'on vous a expliquées un peu plus tôt. Pour le reste du portrait, là, lorsqu'on regarde tout ce qui s'est produit, bien sûr, on dit hein, situation chez Ferrari, McLaren ne réussit pas à capturer un 10e titre des constructeurs, c'est une Hmm. question de temps, on va réussir à le faire quelque part dans les prochaines semaines. Mais quand même, ça a été une belle opportunité qu'on a manqué du côté de Bakou. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore la chance de se reprendre à plusieurs autres endroits. Euh, Quelque chose que tu veux ajouter en terminant, Kevin, sur ce week-end de course-là? Moi, le pilote des cœurs. George Mhm. Russell aurait pu très bien l'avoir. C'est un gars qui était malade. C'est un gars qui a réussi à se relever, a donné le meilleur pour son écurie encore une fois. Puis il a terminé deuxième. Sauf que le pilote des cars, j'ai pas le choix d'y aller avec Carlos Sainz. J'espère que tu es d'accord avec ça. Mhm. Toi aussi, on en a discuté. Ouais, D'y aller avec Sainz pour lui qui a bon choix. élevé. Ouais, c'est ça, qui a élevé le niveau. On l'a dit, Williams a donné la bonne voiture. Il restait au pilote de livrer la marchandise. Et il a fait le mieux qu'il pouvait faire. Donc, pour moi, il a élevé son niveau de jeu à l'image de ce que Descartes réussit à faire avec leurs escaliers, à aider les Québécois à atteindre l'autre niveau. Mais lorsqu'on regarde ça, c'est ça, pas de points depuis le Canada. Il savait qu'il avait l'opportunité de faire des grandes choses en fin de semaine, puis il a réussi à les compléter. Donc, c'est chapeau à lui pour le pilote Descartes. Pilote du jour, je vais te laisser y aller en avant. Choisis ton pilote du jour en premier. Qui t'a le plus impressionné par sa performance aujourd'hui? Ben, impressionné, est-ce qu'on peut dire encore impressionné ou on peut dire que c'est monnaie courante avec Max Verstappen? Oui, Max Verstappen. Je trouve ça. Je trouve ça toujours de valeur quand que les pilotes font des belles performances puis on leur donne Mhm. pas parce que il part premier, il finit premier puis on lui donne pas le titre. Mais c'est pas évident. Sur un Non. circuit comme ça, surtout compléter les tours. J'ai envie Mhm. de mettre ça aussi le fait qu'il avait choisi la bonne stratégie. Pour moi, ça a été le pilote C'est- du jour là-dessus aussi. Mhm. Donc pour l'ensemble de l'œuvre, Max Verstappen aussi pour moi de mon côté. C'est lui qui a retenu mon attention pour ce Grand Prix d'Azerbaïdjan 2025. Mon cher Kevin, ton livre, La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve, disponible dans des librairies à travers le Québec, si tu veux nous les rappeler pour les gens qui veulent se le procurer ou sinon s'ils veulent communiquer directement avec la F1 Podcast, ça va me faire plaisir d'acheminer tes informations. Oui, donc librairie Lulu de Mascouche, on a la librairie Martin de Joliette, également le Petit Hamster Plus de Joliette également et librairie Mille et une feuilles de Sainte-Sophie. Kevin Fontaine, ça a été un plaisir encore une fois de décortiquer le week-end de course. On va se reprendre. Il en reste quelques-uns avant la fin de la saison. Mhm. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir. J'imagine là, que l'intensité va continuer d'augmenter avec tout ce qui se passe, surtout Singapour. Encore, on l'a dit plus tôt, il y a des murs de chaque côté, donc ça pardonne pas plus. Lando Norris a failli les visiter à quelques reprises l'année passée. Oscar Piastri va avoir besoin de retrouver sa confiance. Normalement, il est capable de le faire. Mais disons qu'il y a encore plein de choses à analyser là, au cours des prochaines semaines. Donc, beaucoup, beaucoup de plaisir. On va en profiter. Ça nous emmène jusqu'à début décembre, cette saison d'F1-là. Mais on va en profiter de ces derniers Grands Prix-là. Ben, j'ai l'impression que ça vient de ramener l'action, là. Il y a des choses qui auraient pu se compléter aujourd'hui. Ça aurait été le fun pour les partisans McLaren, puis c'est toujours le fun de voir quelqu'un gagner un trophée. Sauf que le fait que ça a été repoussé un peu, disons que moi, je suis content. Ça ajoute du piquant, donc j'ai hâte de voir Oui. ça dans les prochaines semaines. Donc, encore une fois, un gros merci, Kevin Fontaine, et je te souhaite une excellente semaine. Mais vraiment, Martin, merci beaucoup. Bye bye. C'est ce qui conclut notre retour sur le week-end de course à Bakou, en Azerbaïdjan. Et notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain avec notre formule entre deux courses où je reçois certains de nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Twitter ainsi que Instagram, et à vous abonner à nos chaînes Spotify ainsi que YouTube et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.